merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux, en sachant que ce soir, c'est une soirée vraiment oui, de prévention par rapport au burn-out, sachant que, voilà, d'intérêt public, sachant qu'on est toutes et tous souvent borderline. Donc, je remercie... Je remercie, parce que nous sommes toutes des girl boss, hein, des Wonder Woman, et c'est important aussi d'avoir des signaux d'alerte, ce qu'on appelle des red flags. Donc, je remercie Margaret Barcouda, qui est FCE Nice et qui préside l'association Stop Burnout. Je remercie aussi Christine Perret, qui est à l'Université de Nice concernant la qualité de vie et les conditions de travail. Donc merci pour votre présence ce soir. Donc je vais vous laisser, je vais vous donner la parole. J'aurai des informations à vous communiquer, je le ferai après. Et surtout, je remercie Jean-Christophe, notre hôte, qui nous accueille dans ce merveilleux lieu avec une vue exceptionnelle. Donc je vais vous laisser la parole. Bien, je m'appelle Jean-Christophe, bienvenue à toutes et aux deux hommes aussi qui sont présents. Trois, voilà. Donc bienvenue, je m'appelle Jean-Christophe, j'ai racheté cet hôtel pendant le premier confinement en avril 2020. Donc j'ai racheté un hôtel qui était fermé. C'était un pari sur l'avenir puisque moi je voulais acheter une affaire. Et donc cet hôtel a une histoire quand même assez particulière puisqu'il a été construit en 1956 et dans les années 60 venaient ici en vacances Clark Gable, Fernandel, Raymond Coppa et d'autres stars de l'époque. Et si vous voulez voir, après je vous ferai circuler des photos où il n'y avait que l'hôtel et aucune construction autour. Donc il est là depuis la fin des années 50 et il n'y a eu que 3 propriétaires. Un premier pendant une cinquantaine d'années, les précédents pendant une vingtaine d'années et moi qui ai racheté pendant ce drôle de moment. Donc bienvenue. Donc ici on a la vue mais on a aussi une très bonne cuisine avec... une équipe au top, avec un chef qui a travaillé avec Thierry Marx. Et puis, on fait pas mal d'événements. On lance, comme vous l'avez vu, le bar Brasero sur la terrasse à partir de demain midi et tous les midis. On fait des soirées musicales avec des chanteuses et on danse souvent. On chante aussi, puisqu'il y a des karaokés. Et donc, je vous souhaite encore la bienvenue. Et si vous voulez revenir, soit pour l'hôtel ou le restaurant, on vous accueillera les bras ouverts. Merci pour tout. Déjà, moi, je vous remercie tous d'être là. Merci Claire et bravo Catherine de m'avoir emmenée ici il y a quelques mois. Merci Catherine. Et bon, bien sûr qu'on se connaissait, mais de faire cette présentation ici, c'est quand même très bien, mais c'est même très sympathique aussi. Mais même si on aborde des sujets qui ne sont pas forcément sympathiques. Parce que ce matin, j'étais à la matinale du dirigeant avec Marielle Valecki, et en fait, il s'agissait de mettre en lumière un chef d'entreprise que nous, Stop Burnout, nous avons sauvé. Aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan de la santé de ses finances. C'est Marielle Valecki qui l'a sauvé sur ses finances parce qu'en fait, et c'est Julie Trey, je ne sais pas si vous la connaissez, une femme chef d'entreprise, qui nous l'avait envoyé peut-être 15 jours avant Noël. Et Marielle, in extremis, j'avais téléphoné à Julien qui a mis tout de suite en relation Marielle, demain tu es là, il faut voir quelqu'un de Stop Burnout qui va pas bien. Et en fait aujourd'hui, cette personne s'est rééquilibré ses finances et a failli vraiment aller vraiment au fond du trou. Ça c'est clair. Notre spécialité, c'est bien sûr de nous occuper des gens qui souffrent et qui ne savent pas toujours frapper à la porte. Parce que, évidemment, quand on fait un burn-out, on a un problème de finance. Quand on est chef d'entreprise, on peut aussi avoir un problème d'organisation. Mais c'est surtout les finances. Et à partir de là, les chefs d'entreprise, je dirais, hommes, ont plus de mal à venir frapper à la porte que les femmes. Et même sur les statistiques qu'on peut faire quand on a fait notre recherche en santé mentale sur la prévention primaire, on s'est aperçu que les femmes
on avait plus de femmes que d'hommes en fait, qui venaient en parler tranquillement. Et les hommes, c'est je peux m'en sortir tout seul, c'est bon, je vais y aller, je vais y arriver, jusqu'au moment où ils voient que le vide est là. Et à ce moment-là, c'est très difficile parce que les gens se sentent isolés. C'est terrible. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu l'association Stop Burnout et on va parler de comment prévenir le burn-out, c'est-à-dire ce syndrome d'épuisement professionnel, je préfère dire ça plutôt, parce qu'en fait, on est dans un épuisement, dans un stress chronique permanent, et donc on a créé l'association. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire. On va donc du psychiatre au thérapeute, bien sûr au pluriel, tout ça, et au coach, c'est les médecins coachs qu'on a, et on a donc les avocats d'affaires, mandataires judiciaires avec nous aussi. On a un avocat du droit de la santé, c'est très important de connaître ses droits en santé parce qu'on ne les connaît pas tout le temps. Et puis là, on travaille donc avec l'ARS en recherche. Ils nous ont subventionnés pour travailler. Donc, on travaille avec des chercheurs de l'Université de Nice, avec Christine Perret. On a donc eu la chance que Edith Galli construise le baromètre de la mesure du stress du chef d'entreprise et de ses collaborateurs pour dépister le syndrome, mais surtout pour connaître le siège, l'origine de cela. Et on arrive avec ce baromètre à connaître l'origine de ce problème. On s'est posé quelque chose là-dessus. Donc ça, c'est très important parce que bien sûr, de reconnaître les symptômes, c'est bien, mais faut mieux aller plus loin. Et donc, vu le travail réalisé il y a un an pour se reposer un petit peu par rapport au travail fourni. On a terminé en 2024 et après l'été 2025, on va recommencer en prévention secondaire et tertiaire avec l'ARS. Voilà. Donc on a nos rendez-vous prochains le 6 mai, Christine. Voilà, et on va repartir dans l'aventure de la recherche. Très intéressant, et surtout c'est pas que c'est innovant, mais quand même quoi. Là une journée ça fait 24 heures, une journée de travail pour un chef d'entreprise c'est combien d'heures? C'est beaucoup, c'est parfois plus de 10 heures, donc dans le stress, j'y arriverai pas ou j'y arriverai. On rentre ronchon à la maison. Le matin, au lieu de partager le petit déjeuner avec son épouse, à parler de quelque chose de sympa pour commencer au moins une journée positive, eh bien, vous n'êtes pas sur ce positif-là, puisque vous êtes sur soit vos mails urgents, soit avec le téléphone portable, et finalement, la communication commence à se rompre à ce moment-là. Donc pour l'entreprise, vous l'avez lu, engager des actions de prévention, agir sur les causes racines, et engager des actions curatives. Donc le curatif, c'est les médecins et nous-mêmes qui les engageons, bien sûr. Voilà. Ensuite, on a aussi une participation, bien que l'association ne fasse pas de politique, on est appelé par le Sénat ou par l'Assemblée nationale pour faire des remontées de terrain sur la santé mentale, puisque c'est de faire une priorité nationale de la santé mentale. Voilà. Alors parfois, j'entends des gens, agents immobiliers ou n'importe, qui créent un petit truc, qui disent tout de suite « Ah, on fait de la santé mentale ». Non, on ne fait pas de la santé mentale comme ça. La santé mentale, il faut déjà la connaître. Il faut déjà connaître ce que le mental peut faire. Et ce qu'il peut faire comme ravage, c'est le cerveau. Cerveau droit, l'inconscient. Cerveau gauche, le conscient. Si tout reste là, on n'avancera pas. Et là, bien sûr, on va stagner et on va faire une chute aussi encore aux enfers, là. Parce qu'en fait, on peut avoir du courage, mais parfois... c'est une histoire
Alors là, je vous en parle comme ça, mais c'est une histoire de glande surrénale. Comme le sportif a besoin de sa sérotonine, nous avons tous besoin de cortisol pour aller travailler. Alors aller travailler, c'est les glandes surrénales qui s'activent sur un équilibre. Mais à partir du moment où on commence à être stressé, les glandes surrénales se fatiguent. Elles se fatiguent et un jour, elles vont finir par se dérégler, soit en trop, soit en moins. Et là, trop de cortisol ou pas assez de cortisol, eh bien, on fait un burn-out. C'est physiologique. Voilà. C'est pas une dépression. C'est quelque chose. Alors le reconnaître, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui sont en épuisement professionnel, c'est clair. Et il y a des salariés, des collaborateurs qui y sont aussi. Mais donc, comme on le repère, tout le monde ne fait pas un burn-out. C'est la personne qui fait un burn-out, c'est la personne qui aime son travail, qui s'engage plus que tout dans son travail et qui ne s'arrête pas. Ah, ça, je peux continuer. Ah ben, je téléphone à mon époux, à mon épouse. Ce soir, je ne rentre pas parce qu'en fait, je rentrerai plutôt à minuit parce que j'ai encore beaucoup de travail. Alors, dîner sans moi avec les amis qui viennent. Exemple. Ou alors, on ne fait pas de sport. Enfin, moi, j'aurais du mal à parler de sport. Je ne suis pas une sportive. mais les gens qui font du sport vont plus aller à la salle de sport. Ils vont sauter une fois, 2 fois, puis après, ils vont arrêter parce que... Et voilà comment ça commence, l'engrenage. Voilà. Donc, je vais vous parler du temps 1, du burn-out. C'est là où, en fait, on est guiré et on va au travail sans problème. Voilà. Donc, la personne s'engage, elle éprouve du plaisir à aller travailler, bien évidemment. Elle fait avec les contraintes. Les contraintes, et globalement, elle va bien. Et puis, progressivement, elle élargit son champ. Elle travaille un tout petit peu plus. Et puis, dans la phase 2, elle commence à sentir dans sa vie réelle le poids de toute la puissance du travail. C'est-à-dire que ça pèse sur les épaules. Je m'épuise. Je vais rentrer à 20h, mais quand même, je vais peut-être dormir. Mais donc, sa sphère professionnelle devient une contrainte. Et moi, je ne vais pas vous cacher que parfois, j'avoue que je suis fatiguée aussi. Je suis comme vous. Je suis borderline et je me dis, oh, ça va passer, il suffit que je me repose. Et en fait, je ne peux pas me reposer. Actuellement, je n'arrive plus à me reposer. C'est incroyable. Mais je suis pas dans une bonne phase, je dirais. Mais c'est sûr que j'écoute pas. C'est sûr que je ne m'écoute pas, que vous ne vous écoutez pas. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que on a idée de travailler de plus en plus et de manière excessive. Et je dirais compulsive. C'est compulsif après. Voilà. Alors ce rythme de travail soutenu génère de la nervosité. C'est clair. Alors parfois on commet des erreurs. Voilà. Et puis on rentre dans une situation où on est à côté de nous-mêmes. On a du mal à tenir ses objectifs. On est extrêmement fatigué. On est très souvent, ce sentiment de malaise s'accompagne d'un problème de dépersonnalisation. Alors c'est quoi ? On doute de soi, on doute de ses capacités. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on n'arrive plus à avancer. Mais ça, plus fort, voilà. Donc les premiers symptômes se manifestent jusqu'au burn-out phase 4. Et la phase 4 du burn-out, la phase 4 du syndrome d'épuisement professionnel, et ce que personne ne pourra maîtriser, c'est le jour où vous n'allez plus pouvoir vous lever ou aller au travail, ou vous dire, tiens, je vais faire un pot-au-feu à la place d'aller travailler. Exemple, Alors, tout à l'heure, je l'ai raconté à Claire, nous étions avec un chef d'entreprise en voiture j'ai besoin de son témoignage parce qu'une journaliste m'a téléphoné, il lui faut 2 témoins. Et ce chef d'entreprise est tombé 3 fois. Et la dernière fois, il a tenté de se suicider. Et cette dernière fois, il a rebondi. Et là, aujourd'hui,
ça fait de ça 2 ans. Aujourd'hui, il est parti en Ariège. Il a recréé une société. Il est guilleret. Il est joyeux. Il n'y a rien de triste dans ce qu'il a évoqué tout à l'heure. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment du bien de sentir qu'on n'a pas été à côté de la plaque pour le remettre en forme. Donc, ça nous pousse à continuer. Et donc, comme vous voyez, c'est l'effondrement. On peut faire un infarctus, on peut faire un problème vasculaire cérébral, on peut faire un cancer. On peut avoir toutes sortes de grosses maladies avec ce syndrome d'épuisement professionnel. On contrôle peu tellement non plus, on ne contrôle plus non plus ce que l'on mange. On vit un peu n'importe comment. C'est vrai. Alors, il y a quatre grandes catégories de symptômes connexes, et c'est là qu'il faut que vous sachiez les reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, l'épuisement professionnel peut s'accompagner d'anxiété et de stress, ainsi que d'angoisse. Le sentiment de découragement, des sentiments de tristesse, des changements d'humeur. Le changement d'humeur, c'est flagrant aussi. D'une érosion de la capacité du contrôle des émotions, on ne les contrôle plus, augmentation de l'état de tension, l'irritabilité, la nervosité, l'hypersensibilité, on pleure. On peut pleurer. Et on a le droit de pleurer, ça fait du bien en plus de ça. Ça libère des émotions. On peut avoir un sentiment de culpabilité, on se culpabilise de ne plus être bien, de ne plus être bon. On doute de soi. Et à partir de là, on peut avoir des idées suicidaires. Et ça, c'est terrible. Voilà. Alors ça, c'est aussi des manifestations que vous pouvez reconnaître pour vous-même. Parce que ça, c'est une fois que vous franchissez cette limite, c'est difficile. Donc voilà. Alors les manifestations physiques, épuisement physique, une grande fatigue bien sûr chronique qui apparaît très très rapidement dès le réveil. Alors quand on est fatigué dès le réveil, c'est très mauvais signe. Une fatigue extrême et particulière que le sommeil ne répare pas ou ne répare plus. Et ça, c'est la phase ultime de l'effondrement. Certains spécialistes parlent de fatigue dépassée. Une fatigue dépassée, on peut plus. Vaut mieux aller à l'hôpital faire une petite cure de sommeil. Voilà, simplement ça. Voilà, donc des douleurs diffuses partout, les muscles, le corps, les os, enfin tout fait mal, l'intestin, troubles alimentaires, infections fréquentes, la grippe, le Covid, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qui traîne de mauvais. Alors, les manifestations cognitives, ça vous pouvez vraiment aussi les reconnaître, c'est les troubles de la concentration, de la mémoire et de la compréhension. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression de ne plus pouvoir composer une littérature, admettons, de d'écrire à quelqu'un ou de faire des messages. Ça devient compliqué. Vous êtes inapte à résoudre des tâches complexes. Vous avez des idées fixes, unilatérales. Alors, la rumination professionnelle, c'est terrible. Et puis, vous pouvez en avoir après quelqu'un, et alors là, vous allez ruminer. Non, mais franchement, c'est humain. Hein. Voilà. Alors, on aura des difficultés à s'organiser. Des doutes. Vous allez avoir un sentiment d'impuissance. Alors, ce sentiment d'impuissance, c'est terrible. Et sentiment d'incompétence. Là, c'est tout le doute qui s'installe. Alors qu'en fait, vous n'avez pas eu besoin de ça pour commencer à travailler, pour continuer à travailler. Eh bien, c'est comme ça. Ça parle à quelqu'un, tout ça ? Non, mais sans être... Pour certaines choses. Ça vous parle ? Alors, les manifestations comportementales. De l'impatience, de la colère. Alors ça part. Le repli sur soi, la distanciation, le cynisme face aux autres. On peut être cynique, c'est vrai.
Opposition au changement. On ne veut pas changer les choses parce que finalement, avant, ça allait mieux. pas mieux, mais... Perte d'envie, perte de plaisir. Vous voulez sortir avec votre épouse ou vice-versa, vous allez changer vite d'avis parce que vous allez être mieux dans votre lit qu'ailleurs. Voilà. On commence à se négliger. Alors là, quand on commence à se négliger un peu d'une manière vestimentaire, manque d'hygiène, là, ça va très mal. Et puis, vous avez envie de rester chez vous. L'absence est là. Diminution de l'empathie, il n'y a plus d'empathie. Réaction phobique en lien avec le travail, avec votre entreprise, que vous avez quand même construite et que vous avez chérie. Augmentation de certains comportements à risque. Et là, quelquefois, il y en a qui se mettent à fumer, à boire un petit peu plus, à prendre des médicaments, à prendre des substances toxiques. Voilà. Mais ça, pas pour autant que ça va passer. Au contraire. Donc je m'arrête là pour vous dire que j'ai dressé un tableau peut-être pas heureux, mais il est là quand même. Bravo. Bravo Margaret. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie donc Claire de nous avoir invités et Margaret de m'avoir parlé de cette soirée. Et c'est vrai, quand elle m'a demandé si je voulais intervenir, tout de suite, j'ai dit oui, si ça peut avoir une utilité quelconque auprès de certaines personnes, il n'y a aucun souci, je viens avec toi. Donc on a pris la voiture, on est partis toutes les deux en vadrouille et on est arrivés ici. Donc merci de nous accueillir. Alors, j'espère que ça ne va pas vous sembler trop rébarbatif, mais je vais passer rapidement sur les chiffres. Mais tout à l'heure, Margaret, en fait, parlait d'une enseignante-chercheuse, Edith Gali, qui est professeure des universités à l'Université Côte d'Azur. Et donc, elle est professeure en ergonomie et en psychologie du travail. Et quand je suis arrivée donc sur le poste il y a quelques années, à la DRH de l'université, je me suis dit, mais en fait, on a tout à l'université. On a des enseignants-chercheurs qui enseignent certaines matières. On a des chercheurs qui font de la recherche sur les domaines du travail, etc. Donc, je vais adosser ma démarche QVCT justement à cette recherche. Donc, Edith Gali a eu la gentillesse de me prêter, on va dire, son outil. C'est une étude, une échelle de mesure, on va dire, de la charge mentale au travail. Et elle m'a autorisée donc à la déployer sur l'ensemble des personnels de l'université. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à peu près 3500 personnels, personnel administratif, enseignants, enseignants-chercheurs, il y a beaucoup de corps de métier à l'université. Et donc, cette échelle, donc on l'a déployée auprès de tout notre personnel. Et une fois qu'on a eu les résultats, on a traité, on va dire, tout ce qui est points irritants, toutes les problématiques qui étaient remontées dans des espaces de discussion qu'on appelle EDD, pour ensuite trouver des solutions, parce que faire des constats, c'est bien, mais une fois qu'on a fait les constats, il faut trouver les solutions. Donc, on a fait des espaces de discussion pour justement traiter de ces constats-là, et ça a débouché sur des préconisations et des actions qu'on a intégrées dans notre plan d'action. Et maintenant, on est en train de le déployer auprès des personnels pour améliorer leurs conditions de travail. Donc l'échelle d'évaluation, c'est un peu technique, mais je ne vais pas vous embêter trop avec ça. Mais je vais lire ici parce que sinon, à chaque fois que je me retourne, c'est pas... Donc, elle comprend donc 5 dimensions. Il faut bien faire attention que l'être humain, il est complexe. On a certaines ressources intrinsèques. Il y a certaines autres ressources qu'on peut aller trouver en fait dans le soutien social. Donc ça peut être par exemple ses collaborateurs, collaboratrices, ça peut être un conjoint, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un père aussi, entre chefs d'entreprise, on le voit bien ici. Donc on va évaluer donc cette dimension-là.
la dimension justement de tout ce qui est soutien social. On va évaluer aussi l'état interne de l'individu au niveau émotionnel, cognitif, on en a parlé tout à l'heure, et physique. On va également mesurer l'effort mental que l'on fait, justement toutes ces ressources intrinsèques sur lesquelles on va s'appuyer pour faire face à une situation critique. Et puis, on va aller sur d'autres dimensions, la dimension organisationnelle, la dimension temporelle. Voilà, justement, Margaret en parlait. C'est-à-dire que la dimension temporelle, quand effectivement on a une montagne de choses à faire et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, eh bien, il va falloir trouver des moyens de réguler sa charge de travail. Et en fait, on va, grâce à toutes ces stratégies en fait, de régulation, identifier donc avec, on va dire, les points critiques, on va pouvoir mettre en place ces stratégies de régulation. Donc, plus on a de ressources élevées au niveau émotionnel, cognitif, physique, plus la charge pertinente est élevée. Ça, la charge pertinente, c'est à retenir parce que ce sont toutes les stratégies de régulation de l'activité que l'on peut mettre en place soi-même. D'accord ? Bien entendu, plus la charge pertinente est élevée et plus les ressources sont élevées, eh bien, plus il est facile d'accomplir ces tâches au quotidien et surtout de faire face aux moments critiques du travail. Les facteurs de régulation qui favorisent la santé. Alors, quand on est chef d'entreprise et qu'on a des collaborateurs, collaboratrices, il faut faire attention à soi, il faut faire attention aussi à ses collaborateurs. Comment on fait ? Eh bien, on donne de l'autonomie, on s'entraide, on reconnaît les gens dans les compétences, on essaye de réguler collectivement les difficultés. Il faut qu'il y ait un soutien, bien sûr, de l'encadrement. Il faut adapter les process, mais ça, vous connaissez, tout ça, vous avez certainement l'habitude. On peut faire des propositions d'amélioration, mais il faut aussi écouter ces difficultés, les exprimer, mais aussi être écouté. Les effets positifs sur la santé, ça permet le développement de certaines compétences, la satisfaction au travail, la construction de liens sociaux enrichissants et le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Si ce n'est pas possible, effectivement, de mettre tout ça en place, on va avoir plutôt des effets négatifs sur la santé, ce qu'on appelle, nous, les troubles. Un sentiment, par exemple, de déqualification et de non-reconnaissance. Donc les personnes ne sont pas reconnues et elles deviennent elles se sentent de plus en plus incompétentes, donc elles en font de moins en moins. La frustration et des difficultés à dépasser les expériences pénibles. Alors quand on est... nous, à l'université, on travaille pas mal sur des projets et en mode projet. Donc là, effectivement, il faut soutenir et motiver un collectif. Souvent, il y a des conflits qui apparaissent, des conflits interpersonnels qui sont beaucoup dus, en fait, justement à ces ambiances de travail qui parfois sont un peu délétères. Et bien entendu, après, Margaret vous en a parlé, on peut aller dans des troubles somatiques, psychiques, etc. Donc, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on a fait en fait l'échelle d'évaluation. Donc, au départ, elle a été créée pour les entreprises, spécifiquement. Et c'est un outil qu'on a adapté pour l'université. Donc on a adapté un petit peu le questionnaire qui fait à peu près 70 questions. Et on a fait 3 questionnaires un peu différents, on les a adaptés au public cible, puisqu'on avait d'un côté les personnels administratifs, et bien entendu qu'on n'a pas les mêmes problématiques. C'est là où cet outil est performant parce qu'on peut vraiment le personnaliser selon justement la configuration et le public auquel on s'adresse. Donc là, par exemple, sur les personnels administratifs, voilà, on retrouve surtout du stress professionnel, des douleurs physiques, une préoccupation pour l'avenir parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de contrats à durée déterminée. Le niveau de charge temporelle, il est élevé, puisque en fait, on a eu une augmentation en fait, de la charge de travail, mais il a fallu continuer de travailler à moyens constants. Et donc, il y a une faible charge, par contre, pertinente. C'est-à-dire que les individus n'ont pas beaucoup de ressources personnelles. Et donc, c'est là où on essaye justement de mettre des choses en place pour leur en donner.
Alors, il y a une différence selon le statut du personnel, que ce soit des catégories C, A ou B. Donc, selon si on est cadre ou manager intermédiaire ou en fait technicien ou exécutant, on n'a pas du tout effectivement les mêmes ressources et les mêmes en fait problématiques. Ce qu'on retrouve quand même toujours, c'est que en fait, on retrouve toujours les douleurs physiques, l'ergonomie des postes de travail, et puis, comme je vous le disais, voilà, les gens préoccupés pour leur avenir professionnel. On a beaucoup de fragmentation aussi. Je ne sais pas si dans vos entreprises vous en retrouvez. On a beaucoup de fragmentation des activités. C'est-à-dire, par exemple, passer d'une tâche à l'autre rapidement, interrompre une tâche, la reprendre plus tard, etc. Tout ça, ça crée de la fatigue, ça crée de la charge mentale. Et il faut apprendre justement à réguler et à réduire, on va dire, cette fragmentation du travail. Donc après, voilà, on avait les enseignants et enseignantes-chercheuses, où là, effectivement, on a adapté le questionnaire parce que eux, ils avaient surtout des horaires de travail fatigants. Bon, le stress toujours, de toute façon, je crois que c'est en fait maintenant un peu le mal du siècle. Des horaires de travail fatigants parce que les enseignants-chercheurs, ils ont leur enseignement, bien entendu, mais après, ils doivent quand même 800 heures à la recherche par an. Donc ça veut dire que, eh bien, en fait, comme les tâches administratives et surtout la recherche, on va dire, de ressources financières pour financer leur recherche est de plus en plus présente donc dans ce type de population, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que ils vont faire leur recherche plutôt le week-end, plutôt le soir, répondre aux mails, pendant les vacances, etc. Ils ne décrochent jamais. Ils ont beaucoup de mal avec le droit à la déconnexion, ils ont beaucoup de mal avec l'équilibre des temps de vie, l'équilibre vie pro, vie personnelle, et pourtant ils ne sont pas chefs d'entreprise, mais ils ont cette problématique également qui doit être commune à pas mal, bien sûr. C'est un vrai enjeu stratégique. C'est un vrai enjeu stratégique parce que on a de plus en plus de personnes. Donc voilà, les enseignants-chercheurs, donc ce sont de plus en plus les tâches administratives, les problématiques en fait de recherche justement de budget pour pouvoir effectivement financer le recherche. Et à cela s'ajoute donc le sentiment de manque de reconnaissance. Qui agit en fait comme un stress professionnel. Parce que malgré le fait qu'ils fassent des colloques, qu'ils publient des articles ou des ouvrages, eh bien, s'ils ne sont pas reconnus en interne par leurs pairs, ça va générer de leur part en fait un manque de reconnaissance et donc du stress. On a fait la même chose, donc la même échelle en fait sur les doctorants, puisque comme je vous le disais, en fait, on peut vraiment s'adapter. Alors, ce qui ressort, on va dire le plus, c'est qu'ils se sentent peu compétents pour exécuter les tâches demandées, parce que en fait, et c'est là-dessus qu'on a mis des choses en place. En fait, ils vont pas être formés dès le départ. Ils vont être formés en fait à conduire un travail de recherche. Ils vont être formés à la rédaction d'une thèse, mais ils vont pas être formés en fait à tout ce qui est, on va dire, autour d'eux, c'est-à-dire par exemple les formations qu'ils doivent faire, les cours qu'ils doivent donner, puisque si les doctorants sont sous contrat, les tâches administratives, à qui s'adresser par exemple pour surveiller un examen, voilà. Il y a tout un tas d'activités comme ça qui sont périphériques en fait à leur poste, qui fait qu'ils les mettent en fait un petit peu en stress. Alors, et ça c'est nouveau, parce qu'on ne l'avait pas avant, les doctorants semblent avoir une perception de leur thèse comme étant peu utile. Pourtant, on a quand même, malgré tout, en fait, un taux de, comment on pourrait appeler ça, un taux de transformation, c'est-à-dire que la plupart des thésards qui sortent de chez nous arrivent à trouver quand même des postes. Mais ce n'est pas toujours en adéquation avec leur niveau d'études, il faut le reconnaître.
Voilà, donc après l'enquête, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme je vous le disais, bon, là on a eu les constats, les résultats, etc. Eh bien, en fait, ces constats-là, on les met en place dans des espaces de discussion, qui sont des espaces qui sont très structurés, qui sont animés par un binôme d'animateurs et qui vont aller sur cette thématique, en fait, analyser une situation de travail réelle, qui vont la décortiquer. Et on va essayer d'identifier vraiment les points irritants où il faut vraiment agir immédiatement ou à moyen et court terme. Les points sur lesquels on va devoir agir à long terme. Après, les points qui ne dépendent pas forcément de nous, parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main non plus. Et on va aller comme ça décortiquer cette situation de travail réel pour savoir aussi, il faut identifier également en fait les leviers qu'on peut justement développer ou mettre en place pour pouvoir justement en fait faire en sorte, on va dire, que ça devienne des leviers positifs, des leviers de protection. Alors je vous ai fait un petit focus sur les risques psychosociaux. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, on avait les risques professionnels dans toutes les entreprises. J'imagine que vous connaissez les obligations de l'employeur, qui vous obligent à prendre soin de la santé, de la sécurité de vos employés, mais aussi de vous-même. C'est-à-dire qu'il faut vous compter dedans. Il faut vous compter dedans parce que bien souvent, on se dit « j'ai rempli mes obligations réglementaires, tout le monde va bien, mais moi… » c'est-à-dire que même le salarié, il est responsable de sa propre qualité de vie au travail, de lui et de ses collègues. Donc, en tant que chef d'entreprise, c'est très bien de parler, en fait, de prendre soin des salariés, mais en premier, il faut prendre soin de soi. Les risques professionnels en entreprise, on va dire que ça va être les risques physiques, je sais pas moi, risque de chute, accident de travail, de trajet ou autre. Jusqu'à maintenant, on parlait très peu des risques psychosociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a une dernière, on va dire, enquête de Malakoff Humanities qui a démontré en 2023 que, en fait, la première cause d'arrêt maladie dans les entreprises et dans le public, c'est exactement les mêmes chiffres. En fait, en premier, on va retrouver tout ce qui est maladie ordinaire. Donc, tu en parlais tout à l'heure, Margaret, ça va être effectivement grippe, pharyngite, etc. Encore que, il faudrait un peu creuser pour voir pourquoi les gens sont si souvent malades de ces petits mots. Et ensuite viennent effectivement les risques psychosociaux et ensuite les troubles musculo-squelettiques. Alors que jusqu'à maintenant, les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, en fait, étaient en premier dans cette échelle avec les maladies et les herpès n'arrivaient seulement troisième. Donc là, on sent les risques psychosociaux émerger. L'Organisation mondiale de la santé, et d'ailleurs on a une enseignante-chercheuse, Solange Carto, qui travaille sur ces thématiques-là. Et dans ses travaux, elle nous parle même d'épidémie de burn-out. Elle se base sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces risques-là, ils sont reconnus et en fait, ils sont autour de nous. On est tous et toutes soumis à ces risques-là dans le travail. L'intensité, le temps de travail, le manque d'autonomie, ou alors quand on l'a, c'est très bien, ça reste juste un facteur et on n'a pas le risque. Les conflits de valeurs, quand on est en conflit justement avec ses propres valeurs. On le retrouve beaucoup dans la génération Z, ça. L'insécurité socio-économique, donc là c'est surtout les personnes qui sont en contrat à durée déterminée. Les rapports sociaux dégradés avec tout ce qui est conflit interpersonnel et les exigences émotionnelles. Alors, les exigences émotionnelles, c'est pas facile à dire. Il y a deux, on va dire deux domaines, deux axes sur ces exigences. Il y a d'une part, en fait, l'exigence où vous allez recevoir, en fait, la souffrance des autres. Vous avez un salarié, un conjoint ou une personne que vous connaissez en souffrance. Eh bien, vous allez être une éponge, vous allez prendre ce trop-plein d'émotions.
Et le deuxième pan en fait, de l'exigence émotionnelle, c'est de se dire, voilà, je ne vais pas bien, mais je suis obligée de faire bonne figure. Donc je prends sur moi. Et ça entame vraiment, en fait, ça a un impact sur votre santé mentale. Il faut donner à voir aux autres le visage, on va dire, le comportement, la posture que les autres attendent de vous. Je suis triste, je dois sourire à l'autre. Je suis en colère, je ne vais pas commencer à me rouler par terre devant tout le monde, je prends sur moi. Mais tout ça, en fait, on emmagasine, en fait, tous ces effets-là, et au bout d'un moment, ce trop-plein va en fait ressortir d'une manière ou d'une autre. Les risques psychosociaux, c'est très particulier, parce qu'on a les facteurs de risque. Donc là, je vous les ai donnés, l'intensité de temps de travail, l'exigence, autonomie, etc. Et ensuite, on a les risques. Il faut bien dissocier les deux, parce qu'en fait, on va avoir du coup tous ces facteurs-là qui sont présents dans notre environnement, mais tant qu'on fait ce qu'il faut pour s'en protéger, on ne tombe pas dans les risques. On tombe dans les risques à partir du moment où ça nous impacte, où il y a du stress que l'on reçoit, où il peut y avoir des violences externes. Nous, on le voit bien dans nos personnels d'accueil. Ils peuvent être agressés, par exemple. On le voit dans les violences internes, les conflits interpersonnels, le harcèlement moral ou les conduites addictives. C'est comme si là, vous aviez un énorme gouffre. Un énorme gouffre, c'est super dangereux. Donc ça, c'est les facteurs. Voilà, on a cet environnement-là dangereux. Tant que je ne m'approche pas du gouffre, je risque rien, ça reste des facteurs. Dès que je m'approche du gouffre, en revanche, je risque effectivement de tomber dedans. Si je tombe dedans, j'ai les atteintes à la santé. Ça, c'est pour me dire, dépêche-toi. C'est presque terminé, ne vous inquiétez pas. Donc, les atteintes à la santé, on en a parlé. Il y a des dépressions, il y a du burn-out, du bore-out, du brown-out, des maladies cardiovasculaires, des maladies psychosomatiques, et ça peut aller jusqu'au suicide. Tout le monde sait ce que c'est. Donc le burn-out, on en a parlé, le syndrome d'épuisement professionnel. Le bore-out, boring, l'ennui. L'ennui, effectivement, le désintérêt, on n'a plus de motivation. Et le brown-out, c'est quoi, d'après vous? On ne trouve plus de sens à son travail. C'est un peu différent. Alors, on le voit bien, les facteurs de risque psychosociaux, dans les entreprises comme dans la fonction publique, sont dus à plus de 95%, 90-95% aux facteurs organisationnels, où on regarde effectivement, il y a la communication interne, les pratiques managériales, l'organisation, les conditions de l'emploi, etc., charge de travail, l'autonomie et les responsabilités que l'on prend, que l'on nous donne ou pas, la conciliation vie pro, vie privée. Les facteurs relationnels, parce que on est des êtres humains et on vit tous ensemble et on a des caractères différents. Donc, effectivement, il faut, on va dire, faire avec le caractère des uns et des autres. Et on voit bien que les facteurs individuels, ce sont des facteurs qui sont vraiment très réduits. Donc, on a les équilibres de vie, les conflits de valeurs et le climat social. Ça, c'est les facteurs qui nous appartiennent. Mais tout le reste, on voit bien que c'est le contexte de travail qui amène ça. Alors le stress, le fameux stress qui provient du sentiment de ne pas atteindre les exigences ou les objectifs que l'on s'est fixés ou que l'on nous demande. Je vous le disais, les violences internes, externes, et puis ce fameux burn-out. Ces risques psychosociaux peuvent être combinés et ils peuvent interagir avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut en avoir qu'un, mais aussi on peut cumuler et cocher toutes les cases. Alors, je vais vous passer ça parce que c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est Ancelier, en fait, qui a commencé à travailler sur le stress. C'est un endocrinologue et il définit le stress comme l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques
mis en œuvre pour une personne pour s'adapter à un événement donné. C'est-à-dire que effectivement, on va dire que l'être humain, depuis qu'il y a l'être humain, depuis que nous sommes là, eh bien en fait le stress, c'est notre corps, comme l'a dit Margaret, qui fabrique du cortisol, de la noradrénaline, etc., des substances chimiques qui vont agir en fait sur le corps pour le préparer à faire face à une situation de stress. Donc ça va nous stresser, mais ça va nous donner aussi les moyens, soit de faire face à la situation, soit de la fuir. Donc voilà, ça se loge dans le cortex, enfin en dessous du cortex préfrontal, dans l'amygdale. Alors c'est pas les amygdales de la gorge, c'est l'amygdale du cerveau. Voilà. Et en cas de stress, eh bien l'amygdale débranche le cortex. On passe en mode un peu télécommandé, on passe en mode automatique, et c'est là que ça peut être soit bien, soit dangereux. On peut avoir des personnes qui, sous l'effet d'un stress intense ou d'une colère intense, eh bien, on parle de rideau rouge ou de rideau noir, je voyais plus rien, j'ai foncé, etc. Et oui, parce que c'est là-dedans qu'il y a la gestion des émotions, les réactions de peur, de survie, c'est la mémoire émotionnelle, effectivement. Ouais. Donc là, je vous ai fait un petit schéma, pour, on va dire, comprendre mieux. Donc le corps va sécréter sous l'effet du stress du cortisol, de la noradrénaline. Et donc, dans un seul objectif, c'est de préparer le corps au combat ou à la fuite. Sous une menace réelle ou supposée. C'est-à-dire qu'une même situation, deux individus différents, eh bien, un individu ne va pas forcément réagir face à cette situation stressante comme le même individu, comme son voisin. Donc, la façon dont on va réagir à ce stress, ça va dépendre bien entendu de savoir déjà, si la situation, eh bien, on l'a déjà vécue. Donc là, on a l'expérience, on sait comment faire, on sait quoi mettre en place. Et puis, ça dépend aussi de nos ressources, bien entendu, de nos ressources intrinsèques. Alors, là, j'ai rien mis parce que, en fait, je me disais, mais en fait, s'il y a une phrase à retenir sur le stress, c'est que le stress, il peut être indispensable pour faire face à une situation ou un événement. Mais par contre, le danger, c'est quand le stress s'installe. Quand le stress s'installe, c'est là où on va avoir le corps qui va fabriquer plus de cortisol, plus de noradrénaline. L'amygdale, elle ne va pas réussir en fait à réguler toutes ces hormones, toutes ces substances chimiques. Et c'est là où va y avoir effectivement des dommages, des impacts sur la santé de la personne. Alors, il y a juste un tout petit exercice, pardon. Je vais vous passer une photo et vous allez me dire spontanément, comme ça, sans réfléchir, ce que vous voyez. OK ? Que voyez-vous ? Lapin, canard, lapin et canard. Voilà. Alors en fait, c'est juste pour illustrer que, effectivement, bon là, c'est pas une situation de stress. J'ai pas voulu vous faire stresser en vous montrant des images. Non, en fait, c'est juste un petit exercice pour se dire que face à une situation inconnue, voilà, on voit une photo pour la première fois. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a des personnes qui voient un canard, il y a des personnes qui voient un lapin, il y a des personnes qui voient les deux. En vrai, il y a les deux. Voilà. Bon, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais c'est simplement selon notre état d'esprit, selon notre psychisme. Eh bien, voilà, il y a des personnes qui voient d'abord le lapin, après le canard, d'autres personnes qui voient les deux en même temps. Je vais passer rapidement là-dessus parce que en fait, tu as déjà beaucoup parlé des symptômes sur la santé. Juste à savoir qu'il y en a 132 qui sont répertoriés et que, bon là, on les a pas tous mis, et que, alors dans le privé, si je dis pas de bêtises, il y a ce qu'on appelle une reconnaissance. Il y a des tableaux spécifiques pour la reconnaissance de la maladie professionnelle. Nous, en fait, dans la fonction publique, on a ce qu'on appelle la maladie contractée en service. Voilà, c'est les deux pendants qui permettent justement de prendre en charge les personnes.
Repérer des signaux d'alerte collective et ou individuels, c'est important. Les indicateurs, c'est est-ce que je suis absent régulièrement, même si c'est pour des courtes durées? Est-ce qu'il y a une augmentation du turnover dans mon entreprise? Est-ce qu'il y a des augmentations des visites au service médical, des difficultés à la prise de congé, un dépassement, un allongement des horaires? Le climat de l'équipe aussi, on a des indicateurs qui peuvent effectivement expliquer certaines choses. Et après, il faut voir l'impact que ça a sur le travail et les résultats de l'entreprise. Alors, des questions à se poser quand même pour soi et pour ses salariés, mais surtout pour soi. Est-ce que le chef d'entreprise ou un de ses salariés a évoqué récemment des difficultés à dormir ? Est-ce que ces personnes ont l'air anormalement... Est-ce que vous êtes anormalement fatigué de manière plus récurrente ces derniers temps? Si la réponse est oui, déjà ces deux questions-là, on peut continuer. Ça veut dire qu'on commence à cocher un peu les cases. Y a-t-il eu dans les derniers mois des absences de courte durée, des changements de comportement, des débordements émotionnels, l'envie de pleurer, les crises de larmes, les disputes, etc. Ça en dit beaucoup sur votre psychisme aussi, votre état psychique. Est-ce que j'ai des difficultés de concentration? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que je suis en retard pour rendre certains travaux? Est-ce que parfois il y a des signes de découragement? Est-ce que j'ai du mal à la décision? Tout ça, ce sont des signaux. Alors nous, ce qu'on appelle des signaux faibles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Ça veut simplement dire que c'est justement une accumulation en fait, de signaux et que, effectivement, il faut vraiment prendre les choses en main. Alors, les axes de prévention, primaire, secondaire et tertiaire, je vous passe ça assez rapidement. Il faut retenir quelques petits points sur le burn-out. C'est que c'est un phénomène qui est en nette progression selon l'Organisation mondiale de la santé. Il touche toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les tranches d'âge. Nous, on a des jeunes doctorants qui sont en burn-out, tous les secteurs d'activité et tous les profils professionnels. Il concerne autant les hommes que les femmes, sauf que, comme le disait Margaret, eh bien, les femmes, elles vont déposer leurs paroles, elles vont essayer d'aller trouver des solutions, alors que les hommes se renferment plutôt sur eux. Les chefs d'entreprise et les cadres managériaux sont actuellement donc touchés en grand nombre par le syndrome. Et ce syndrome, il touche surtout des personnes qui, pour qui en fait la valeur travail a un sens important et profond. Alors, pour agir et prévenir le burn-out, il faut améliorer les conditions de travail, donc de faire de la QVCT pour soi et en entreprise. Savoir déléguer pour se décharger, ça c'est très important. Parce que quand on est chef d'entreprise, on a toujours tendance à ce que tout passe par nous et à se dire, en fait, il n'y a que moi qui sais faire, puisque l'entreprise c'est mon bébé, il n'y a que moi qui sais m'occuper de mon bébé. Or, il faut apprendre à déléguer. Apprendre à déconnecter en dehors des heures de travail, ça c'est important. Identifier les sources de stress, ne pas le fuir le stress, mais par contre lui faire face, identifier les sources de stress afin de mettre en place des moyens pour les éliminer, évaluer sa charge de travail pour pouvoir justement la réguler, soutenir les collaborateurs, collaboratrices, se soutenir soi-même aussi, demander à ses collaborateurs, collaboratrices de nous soutenir, ça c'est important. Montrer de la reconnaissance et donner du sens au travail, communiquer sur les changements, lutter contre la violence ou la pression psychologique en interne, bien sûr, détecter aussi les contextes de travail qui sont pathogènes, les écosystèmes pathogènes, lutter bien sûr contre les discriminations, entretenir la qualité du lien social. On peut ouvrir des zones de dialogue, si c'est ça votre problématique, et que, en tant que chef d'entreprise, vous avez des problématiques dans vos collectifs de travail. Parfois, ça marche. Ça peut être une solution d'ouvrir des espaces de discussion. Promouvoir, bien sûr, l'équité et la parité professionnelle. Ça aussi, ça permet de lutter contre certaines choses. Donc,
Il y a si on doit en fait, on va dire retenir 3 axes de prévention prioritaires, ça serait la sensibilisation donc des dirigeants et dirigeantes, la diffusion donc de cette information préventive de manière claire et transparente, et peut-être le déploiement de sessions de formation ou des missions d'audit de proximité pour justement pouvoir bien identifier quelles sont les problématiques professionnelles, personnelles, organisationnelles, etc. et pouvoir, en miroir, avoir un plan d'action pour répondre à ça et mettre les choses en œuvre. Donc, il y a la qualité de vie au travail pour ça, et j'en finis parce que j'entends que ça commence à gargouiller peut-être un petit peu les estomacs. On a parlé des obligations de l'employeur. Le burn-out, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut avoir de grosses conséquences dans l'entreprise. Parce qu'un salarié qui part en burn-out sera démotivé puis absent. Donc ça va désorganiser l'entreprise, avoir un coût financier. Mais un chef d'entreprise qui part en burn-out, bien souvent, on voit que c'est l'entreprise qui plonge carrément toute seule. Donc il est vraiment important que le chef d'entreprise ait conscience de ce risque. Pour lui-même aussi, et puisse se faire aider justement dès les premiers signes. Donc les ressources pour se faire aider, alors nous, on va dire qu'en interne, et peut-être que dans certaines grosses entreprises, on retrouve un petit peu cette organisation-là, mais on a médecin du travail, psychologue, moi-même, le conseiller de prévention, les assistants, etc. En externe, on va avoir l'association Stop Burnout, éventuellement. Son médecin traitant, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin de famille et de lui raconter qu'on ne va pas bien. Et sinon, en cas d'urgence, sachez qu'au CHU de Nice, ce sont nos partenaires de l'université, il y a le CAP, le centre d'accueil psychiatrique, qui peut aussi, en cas d'urgence, être effectivement une bonne ressource. Du coup, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je sais qu'il est un peu tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que tout a été clair? Est-ce que vous vous sentez concernés, les filles? Non, pas du tout. Non, un peu. Est-ce que vous avez des questions? On peut prolonger de 2 ou 3 questions, mais pas plus, parce que comme ça, on va commencer. Quelle est la différence entre burn-out et dépression? Oui, alors effectivement, la dépression, c'est vraiment en fait une maladie mentale, une pathologie. Le burn-out, c'est un syndrome. C'est en ça que c'est différent. C'est-à-dire que, en fait, c'est physiologique, comme le dit effectivement Margaret. C'est le contexte, en fait, qui va faire que ce syndrome va s'installer. Alors que la dépression, elle peut venir effectivement du contexte, mais il y a déjà un terrain psychique qui est justement déjà présent. Oui, alors c'est plutôt un constat. J'ai une connaissance qui est en burn-out et elle me disait « je ne peux pas me faire arrêter sous sous le motif, merci, de dire que je suis en burn-out parce que sinon je ne suis pas prise en charge par les assurances. » Donc, il y a ce facteur-là concret qui fait que beaucoup de personnes n'osent pas déjà, le dire ou mettre en place des process. Donc, est-ce qu'il y a des points d'amélioration qui vont arriver? Enfin, je suppose que vous en parlez également au sein des instances. Comment ça se passe? Oui, c'est une question très intéressante parce que, en fait, pour l'instant, le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Malheureusement. Je pense que dans les années qui vont arriver, petit à petit, on va cheminer vers justement cette reconnaissance-là, mais pour l'instant, non. C'est pour ça que beaucoup de médecins, quand ils arrêtent les personnes comme ça, ils les arrêtent pour syndrome anxio-dépressif. Parce que ce syndrome anxio-dépressif, en fait, il est pris en charge.
En fait, ce qui va être très différent, ça va être en fait le statut de la personne. Selon, effectivement, déjà, si on est dirigeant ou salarié, il y a une énorme différence. Mais c'est vrai que dans les maladies professionnelles, on va dire de salariés, hein, de personnes qui sont couverts, on va dire de manière traditionnelle, voilà. Pour l'instant, le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Ça ne veut pas dire que si on est en arrêt, on ne va pas être indemnisé, hein. C'est juste que, en fait, si on veut faire reconnaître sa maladie professionnelle, eh bien, on ne pourra pas la faire reconnaître pour cette raison-là. Tout à fait. Ben alors après, ça dépend quelle entreprise. Ça dépend effectivement s'il y a des collaborateurs, collaboratrices, et s'il peut y avoir effectivement un soutien des personnels en équipe, hein. C'est toujours pareil. Vous avez intérêt à être couvert par une prévoyance. Parce que de toute manière, et c'est vrai, souvent avec Marielle, quand dans les débuts où j'allais à l'Assemblée nationale, on parlait que du salarié. Et en fait, on s'est dit, mais le chef d'entreprise, il est important, il faut en parler. Il faut en parler parce que le chef d'entreprise est moins couvert, c'est vrai, qu'un salarié. Alors, voyons tout ce qui se passe aussi dans la société. Chef d'entreprise, vous avez aussi les agriculteurs qui sont chefs d'entreprise. Vous êtes, vous, chef d'entreprise aussi, mais les agriculteurs, il y a 2 agriculteurs par jour pratiquement qui se suicident. Voilà. Donc, ça c'est une chose. Mais vous avez aussi certains chefs d'entreprise aussi qui se suicident. Et tout est une raison aussi de finances, d'organisation. Et là, c'est dramatique. Parce qu'en fait, finalement, en France, l'échec est jugé. On n'a pas jugé l'échec. Parce qu'on peut faire un jour aussi perdre son entreprise et en reconstruire une autre. Et il faut qu'on se sépare de tous ces préjugés stupides. On n'est pas moins bon parce qu'on n'a pas réussi. Enfin, entre guillemets, parce qu'en fait, finalement, on fait son chemin. Mais au bout de ce chemin-là, si on voit que c'est pas probable, on change de route. Mais on fait autrement. Et ce chef d'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, à sa 3e fois, il a enfin réussi à trouver son chemin. Et puis il est bien assuré. Il est assuré, il a une prévoyance, il a sa mutuelle et aussi il est couvert. Parce que vous pouvez avoir un accident au ski, vous pouvez avoir un accident sur la route et on fait comment? Et vous faites comment? L'entreprise, il faut qu'elle vive aussi. Voilà. C'est nous. Nous, on vous remercie, Claire et Catherine, de votre attention. Et vous tous, enfin, et vous toutes et tous, puisqu'il y a quelques hommes dans cette assemblée. Bon, on vous remercie aussi de nous avoir écoutés. J'espère que nous avons été suffisamment pertinents. On peut prolonger, hein, mais voilà. Mais je pense que ça suffit. Je pense que c'est bien. C'est une petite note pour dire qu'en fait, attention à vous. Vous n'êtes à l'abri de rien. Vous n'êtes pas dans une tour d'ivoire. Vous êtes un être humain et vous êtes pénétré par les mêmes problématiques de stress que les autres et encore plus. Voilà, parce que chaque jour, lorsque vous passez la porte de votre entreprise, il faut déjà savoir qu'on va payer ses charges. Voilà. Et ça, c'est toujours difficile. Merci à toutes. We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about our next day. It was easier then.